La semaine passée, c'était Max Holloway. Cette semaine, ton T-shirt, Johan. Oh, pour ceux qui ne nous regardent pas en vidéo, Mystic Mac, Conor McGregor. Tu l'as aimé comme combattant ou tu l'as aimé comme personnage ou les deux? Je l'ai adoré comme combattant. Là. Moi, pour Conor, ça a été une des raisons qui m'a motivé le plus à continuer dans les arts martiaux mixtes, le spectacle qu'il pouvait donner. Puis aussi, en tant que combattant, sa main gauche était très autoritaire là, dans ses débuts surtout. Penses-tu qu'il va revenir? Je lui souhaite de rester à la retraite. Ah ouais, OK. Ah ben écoute, je pense qu'il a fait son nom. Il peut pas aller chercher plus qu'il a été cherché, selon moi. Il a plus à perdre. OK, mais en termes monétaires, parce que là, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais on va en parler tout de suite. Je savais pas que tu allais porter ce chandail-là de circonstance, mais tu sais, on parle d'un retour potentiel de Nate Diaz, puis il n'y aurait pas de combat plus logique à faire que faire cette fameuse trilogie que tout le monde attend. Hein. Si c'est un combat contre Nate Diaz, c'est différent. Je souhaite pas que Conor revienne pour un gros combat contre une grosse tête en ce moment. Un combat contre Diaz, peut-être ça pourrait être intéressant, oui. Ça vendrait. Ça serait très vendeur, une trilogie, en effet. Ouais. Un petit peu d'argent de poche là, pour Conor s'il en a besoin. Là. Mais bref, je suis pas sûr qu'il en a besoin, mais bon, bref. On va parler de ça, on va parler des actualités comme on fait toujours à la fin de l'émission, mais on va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier avec ce gala Vettori contre Dolidze. On va mettre la table pour le gala de cette fin de semaine à Londres également. C'est ça qu'on a pour vous au menu aujourd'hui au SOS Podcast. Bienvenue. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ouais, il va vraiment falloir que j'appelle les patrons pour leur demander là, d'arranger notre petit logo. Là. Mettre un petit highlight là-dedans. Là. Mettre un petit White Lion là, devant moi là, dans notre logo. Prochaine, sur ma liste de choses à faire. Là. Bienvenue tout le monde, Ben Baudouin, Johan Lennes, comme d'habitude, 9e épisode de notre SOS Podcast. Merci d'être avec nous, si vous êtes avec nous depuis le début. Merci de vous joindre à nous, à la communauté du SOS Podcast. On adore vous lire, on adore communiquer avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous d'ailleurs sur les médias sociaux. Moi et Johan, si vous avez des questions, des commentaires, des sujets à nous proposer, pourquoi pas, hein? On aime ça. On est toujours preneur de discuter avec vous. Suggestion d'adversaire, peut-être, pour Johan, là, en vue d'un... Hey, on a su que Mick Dufort allait être en vedette du prochain Samouraï. Samouraï prépare une grosse carte là, à Montréal. La veille de l'UFC, justement, l'UFC 315 à Montréal, la veille, il va y avoir un événement. En finale, justement, on va avoir Michael Dufort qui va faire un grand retour, un des combattants les plus... aimé ici au Québec, un combattant très spectaculaire. Donc, il devrait être en finale à Samouraï MMA. Et on va avoir en demi-finale Tommy Morrison aussi, là, une jeune étoile montante qu'on a ici au Québec, qui est toujours invaincu, qui est champion de l'organisation à Samouraï MMA. Donc, vraiment, un gros événement à venir pour Samouraï MMA. Comme je l'ai dit, la veille de l'UFC, vendredi, si je me trompe pas, c'est le 9 mai. Exactement, l'UFC à Montréal, le 315, c'est le 10, donc le 9 à la gare Windsor. Peu de places disponibles, donc c'est assez exclusif. Pas beaucoup de combats non plus, mais on nous annonce une carte qui va être vraiment là, épique, là, avec peu de combats, mais tous des combats d'envergure, et on dit que Dana White va être présent, donc peut-être des talents de chez nous qui pourraient impressionner le grand patron de l'UFC. À suivre, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail au cours des prochaines semaines. OK. Roman Dolidze, cette fin de semaine, mon cher Johan, a vaincu Marvin Vettori par décision unanime. Les trois juges ont remis des cartes de 49-46. Victoire assez claire pour le Géorgien Dolidze. Sa troisième de suite, si je ne me trompe pas. Et une victoire plutôt qui est importante pour lui parce que ça vengeait une défaite contre Vettori. Ça lui permet de faire un bond également au classement. Pas un combat qui va passer à l'histoire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, un combat surtout où Dolidze en a fait assez pour battre Vettori, qui revenait de blessure après presque 2 ans d'absence. Ce qui a fait la différence, on n'est pas allé au sol, on n'a pas lutté du tout, c'est vraiment une guerre de volonté, puis une guerre de conditions physiques aussi, parce que Dolidze, qui n'est pas habitué à des combats de 5 rounds, a réussi à vraiment garder le même volume de coups, et même dans les rounds 4 et 5, là, a été vraiment supérieur à Vettori. On a vraiment vu, je pense, l'inactivité de Vettori depuis
pas loin de 2 ans, là, ça l'a affecté beaucoup. Je pense qu'il y a eu de la misère à garder le rythme. Dolidze, qui était toujours un pas en avance, plus rapide, qui prenait des meilleures décisions. Ça a été dur de garder le rythme, mais on a vraiment senti que Dolidze n'a pas eu tant de misère que ça. A lancé beaucoup de coups, beaucoup de volume, a mis la pression. C'est certainement pas la performance la plus spectaculaire. On sent que c'est ce qui lui manque. Hein? Il a battu Vettori, il a vengé sa défaite, c'est bien. Avant ça, une victoire contre Kevin Holland et Anthony Smith. C'est des bons noms, mais jamais rien de spectaculaire. Jamais rien qui fait qu'il sort du lot. En plus, Kevin Holland, ça m'a. Je me rappelais pas de ça, mais lorsque j'ai lu un petit peu avant le combat de samedi passé, c'est que Holland s'est blessé tôt dans le combat. Je me demande si c'est pas au premier round. Ouais, je me rappelle. Sur une amenée au sol, je pense que sur une projection de Vettori. Tout de suite, il s'est relevé puis il a dit à son coin... en fait, c'est ça, il n'a pas été capable de continuer après le premier round. Blessure au côte. Donc, tu sais, c'est une victoire de Vettori. Oui, on va pas lui enlever, mais on n'a pas vraiment vu ce qu'il y avait dans le ventre non plus. Non, exactement. Donc, là, on a vraiment vu ce qu'il y avait dans le ventre pendant 25 minutes, puis c'était quand même assez rassurant aussi là, à ce niveau-là. Oui, puis à 36 ans, il nous a montré... Dolidze nous montre vraiment de belles choses, là, du monde qui est capable de maintenir la cadence. Donc, moi, je trouve ça le fun d'avoir du vent frais. Vettori, OK, c'est un retour qui est gâché pour lui. 2 ans d'inactivité, veut revenir en force. C'est vrai que c'est un gars qui était là depuis longtemps. Là, mais ça. Exactement, c'est un style qui ne s'est pas réinventé non plus. Donc, si je suis dans le clan de Dolidze, je me bats contre Marlon Vettori, je regarde les vidéos, c'est un gars qui a beaucoup de décisions, donc on a beaucoup de footage, de films sur lui. Il ne s'est pas réinventé. C'est le même Marlon Vettori qu'on a vu. Donc, du côté de Dolidze, on savait ce qu'on avait, on était préparé. Puis une belle victoire pour lui qui l'amène à avancer dans les classements puis se rapprocher d'un top 5, peut-être. Il est rendu 9e, effectivement, il a gagné 3 positions. Donc, intègre le top 10. Là, il a demandé à un gars du top 5. Il a parlé de Whittaker ou Adesanya. Il a dit c'est deux vétérans, 2 gars qui sont peut-être sur une pente descendante, 2 gars qui reviennent de défaite, donc n'auront pas vraiment le choix d'accepter peut-être un combat contre un gars moins bien classé. Donc, c'est vraiment... La logique derrière ces noms-là, on la comprend. Est-ce que c'est là que l'UFC va aller? Je sais pas. Peut-être qu'on va... Je suis pas sûr qu'on va... Adesanya a encore un bon nom, encore une bonne aura autour de lui, malgré le chaos qu'il a subi. Est-ce qu'on va vouloir le mettre contre un gars comme Dolidze, qui est peu connu, là, disons? Je comprends. En même temps, tu es dans la place de l'UFC, tu sais qu'un gars comme Adesanya vend, c'est un bon vendeur. Bon, on le met contre Dolidze, qui est pas nécessairement peut-être un bon vendeur, mais ensemble, ça peut faire un bon spectacle. On sait pas. En tout cas, je vais me faire l'avocat du diable. Quand j'ai regardé Marvin Vettori contre Roman Dolidze en fin de semaine, j'avais pas l'impression... C'était un bon combat, mais j'avais pas l'impression de voir un futur champion en action. Je suis d'accord. Parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Vettori, ça fait... Il a 31 ans, là, mais ça va faire presque 10 ans, peut-être 8 ans qu'il est dans l'UFC. On voit pas que son... Exactement. Beaucoup de millage, là, puis il n'y a pas eu de... Puis il s'est pas réinventé, comme tu as dit. Exactement. Puis je pense que tu es un excellent athlète, Dolidze, mais je suis pas sûr qu'il a la trempe de... Encore beaucoup de progression. Surtout à 36 ans, est-ce que les prochaines années vont nous le dire. Puis tu mets ça contre Khamzat... Ces 2 gars-là contre Khamzat Chimaev. Honnêtement, je veux pas être plate, mais... Ça peut ne pas être long. Ça peut ne pas être long, effectivement. Donc voilà, qu'est-ce qui va suivre pour Dolidze, un combat du top 5. Puis pour Vettori, lui, pour terminer, 3 défaites de suite, là, après... 3 défaites à ses 4 derniers, plutôt, puis après une longue absence en plus, ça est dur à avaler la pilule. Oui, c'est sûr. Ça va prendre un bon retour. C'est difficile, mais quoique là, on a 5 rounds de fête, un gros retour de 5 rounds de 5 minutes. Oui, OK, il a perdu le combat, mais... À partir de ça, on se réinvente, on essaie de repartir, puis c'est dans son camp. Là. OK, dans les autres combats de la carte, on a eu une très bonne carte par ailleurs, là, Johan. Beaucoup de victoires avant la limite, beaucoup de KO, beaucoup de super belles soumissions. Shilian Njokuani en demi-finale qui a passé un gros KO à Eliseu Zaleski dos Santos. C'est arrivé un peu de nulle part parce que... il le gardait à distance avec ses coups de pied. Puis à un moment donné, Zaleski dos Santos a comme pas le choix d'attaquer, puis... de salir un peu. Là, de rentrer à l'intérieur. De prendre des risques. Ouais. Le risque, ça a été un coup de genou en plein visage. Un chaos spectaculaire. Hein? Njokuani qui se battait à 185 livres avant, qui a fait beaucoup de combats à 185 livres, que je trouvais très gros. Là, descend à 170. Il a raté le poids. C'est plus difficile, on le voit, mais un danger à 170, clairement. C'est un très grand combattant, quelqu'un qui frappe très dur.
Donc, on le sait, quand on est un grand combattant, c'est soit très loin ou très proche. Il l'a montré très proche avec les genoux, c'est dangereux. Ouais, exact. Kevin Barcheos, lui, c'est un Argentin. C'est le plus jeune combattant de l'UFC, sauf erreur. Il a 23 ans. Là, il est 16-1 maintenant. Sa seule défaite, c'est contre Jean Silva à la Dana White Contender Series. Il est le seul dans les victoires de Silva. Là. Il en a 15, lui aussi. Il y en a 14 avant la limite. La seule qui s'est rendue à la décision, c'est contre ce gars-là. Exact, Barcheos. Honnêtement, il va être à surveiller à 145 livres. Le gros KO contre le Coréen. 11 KO à ses 15 victoires. 11 knockouts à ses 15 victoires. Donc oui, c'est un cogneur lui aussi. Comme tu l'as mentionné, il a fait la distance avec Silva. Il est à surveiller très jeune. Là. Il est très jeune. Sa courbe d'apprentissage va continuer à se développer. C'est un très bon candidat. Là. Un nom à retenir, l'Argentin Kevin Barcheos. Ryan Spann qui a été envoyé au pays des rêves par Waldo Cortez Acosta. Des débuts chez les poids lourds pour Spann qui ne sont pas passés comme prévu. On ne l'a jamais senti vraiment dans le combat. C'est un super bon athlète. À 185 livres, il était immense. Ouais. Mais mentalement, la force de frappe d'un poids lourd, c'est pas pareil. Hein? Puis on l'a vu, là, Acosta, il cogne dur. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mauvaises intentions lorsqu'il frappe. Malheureusement pour Spann, c'est peut-être pas la catégorie. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis là, si les lourds, c'est pas sa catégorie, les Milo, il était plus sûr parce que c'était trop difficile. Malheureusement. Cul-de-sac, peut-être pour lui, en tout cas. Bref, à suivre. Carlos Vera, grosse soumission. Carly Judis, gros coup de pied à la tête. Et Vera aussi a utilisé un coup de pied à la tête avant de passer un étranglement arrière à son adversaire. Donc, les deux ont mérité des bonnies de 50 000 $. Mais je veux parler de Priscilla Cachoeira. C'est pas une combattante que j'affectionne particulièrement. Elle n'a pas de technique. Son surnom, c'est Zombie Girl. Parce qu'elle attaque sans vraiment regarder. Elle est moins pire qu'elle était, mais quand même. Sauf que l'uppercut qu'elle a passé à son adversaire, Nunez, c'était joli. C'était sa première victoire depuis 2022. Puis gros cri du cœur après en entrevue, alors qu'elle, on sait qu'elle a déjà eu des problèmes de consommation de drogue. Elle veut partir une fondation. Elle veut au Brésil mettre sur pied une fondation pour venir en aide à ses amis là, qui se meurent dans les rues apparemment de surconsommation et d'overdose. Elle était super émotive et on lui a donné son 50 000 $. Au moins, tu sais, pour des histoires comme ça, là, ce 50 000 $, ça peut vraiment faire la différence. Totalement mérité pour une bonne cause en plus. Ça doit pas être facile, une Brésilienne comme ça. Donc, un gros KO, une grosse performance pour elle. Puis ça nous démontre que l'UFC, on dira ce qu'on veut, Dana White, c'est quelqu'un qui a quand même un cœur. Puis ça démontre l'ouverture, je trouve, de l'UFC. Effectivement. Donc, mais ça n'enlève rien à sa performance parce que c'était vraiment un gros uppercut qui a terrassé l'autre Brésilienne, Nunez. Passons maintenant à ce qui s'en vient cette fin de semaine. Juste pour vous mentionner, pour ceux qui sont au Québec, au Canada en général, c'est il faut être abonné à UFC Fight Pass pour regarder le gala cette fin de semaine. C'est dommage, mais c'est une carte qui est vraiment, vraiment intéressante là, sur papier. Gala présenté à Londres, mais c'est en exclusivité UFC Fight Pass, donc ça ne sera pas présenté sur les ondes de TVA Sport, malheureusement. Et heureusement, en fait, pour ceux qui sont abonnés à Fight Pass, vous aurez accès à cette carte. En finale, Leon Edwards, ancien champion, bien sûr, des mi-moyens, qui va faire face à Sean Brady, qui lui est classé 5e dans la catégorie. Comment tu vois ça? Parce que Leon Edwards, il a été champion, c'est plus un combattant debout. C'est pas un gars qui est très solide en lutte, alors que Brady... J'ai vraiment l'impression que Brady, c'est un style qui est vraiment pas adapté aux forces de Leon Edwards. C'est vraiment deux combattants qui sont vraiment le contraire, les deux. Là. On a Leon Edwards qui est plus 6'2", plus allongé, tandis que Sean Brady, 5'10", un petit peu plus trapu. Leon Edwards... bon en kickboxing avec ses jambes, garde la distance, bouge bien. On a un Sean Brady qui met beaucoup de pression, qui aime coller contre la cage, travailler sa lutte, amener au sol, beaucoup de pression, beaucoup de lutte, beaucoup de contrôle, beaucoup de positionnement. Je pense pas que c'est un combat qui est avantageux pour Leon Edwards, surtout qu'on sait qu'il y a eu un changement d'adversaire un petit peu quand même à la dernière minute. C'est énormément d'ajustements. Oui, parce c'est un bon point. Il devait affronter Jack Della Maddalena, l'Australien, qui lui aussi est un striker, est un cogneur debout. Ça s'est fait à la dernière minute, à peu près 5 ou 6 semaines. Donc, assez de temps pour se préparer, mais c'est vrai que le style est... C'est que là, on change complètement le game plan. On change c'était quoi l'objectif du combat, le camp d'entraînement est basé sur quoi et tout. Fait qu'il faut tout rechanger la formule. C'est là que ça devient vraiment... Les partenaires d'entraînement qui sont... C'est sûr et certain, oui, parce que là, on passe de McDonella, qui était
gaucher, un bon boxeur. Là, on tombe à un Sean Brady qui est droitier, qui fait plus de la lutte. Donc, c'est pas le même style de combat du tout. Les deux ont perdu contre Belal, donc le champion présentement. Donc, ça, c'est un fait qui est intéressant parce que c'est pas mal leur seule défaite. Donc, vont vouloir venger cette défaite-là et se rapprocher d'une chance au titre. Là. Et pour prouver à quel point Belal Mohamed est peut-être un mal-aimé, c'est un combattant complet parce que comment il a battu Leon Edwards? En luttant, en le contrôlant au sol, en étant... Même, il a été bon debout, là. Il s'est pas fait tant que ça déclasser debout. Même certains diront qu'il a même peut-être été supérieur à Leon Edwards debout, mais c'est vraiment la lutte puis tout ça. Puis arrivé contre Sean Brady, c'est le contraire, il lui a passé le KO au deuxième round. Donc, quand tu dis qu'il y a un combattant qui est capable de s'adapter aux forces et neutraliser les forces de ses adversaires, Mohamed le fait très bien. Mais pour revenir au combat dans la fin de semaine, honnêtement, si Brady est capable d'imposer sa lutte, son jeu, son corps à corps, là, de s'approcher, tout ça, il y a toujours le danger de se faire pincer, comme Kamaru Usman s'est fait pincer par Leon Edwards, avec un coup de pied à la tête. Je veux dire, il peut être dangereux, là, Edwards, debout. Oui, mais je veux dire, ça peut être long si Brady est capable de s'approcher puis d'imposer son jeu. Là. N'oublions pas, par contre, que le dernier combat de Sean Brady, c'était contre Gilbert Burns. Et c'était pas une domination complète, pas du tout au niveau de Sean Brady. Il a été chanceux un petit peu au niveau du troisième round. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir. Parce que si on a un Sean Brady qui sort contre le Gilbert Burns qu'on a vu, peut-être que ça peut être long contre Leon Edwards. OK, là. C'est ça. Ça va vraiment être de savoir dans quelle disposition les deux sont cette journée-là. En tout cas, c'est une super opportunité pour Brady, lui, qui est classé 5e, d'affronter l'ancien champion, le gars qui est toujours classé numéro 1. Je parlais de la puissance potentielle de Leon Edwards. Je dis potentielle parce qu'il est capable, on l'a vu. N'en demeure pas moins qu'il a seulement 2 KO lors des 10 dernières années. C'est une machine de décision, Leon Edwards. Exactement. Puis sensiblement pareil pour Sean Brady, parce que c'est un gars qui a 9 décisions à sa fiche aussi. Puis à noter que les deux n'ont jamais été mis hors de combat, que ce soit par KO, TKO ou soumission. Brady s'est fait passer le KO par Belal Mohamed. Ah, Brady, c'est vrai. Mais c'est sa seule défaite. C'est sa seule défaite, exactement. Il est 17-1, je pense. Ouais, donc oui, t'as raison, c'est vrai. Donc c'est quand même un combat qui est possibilité d'aller à la limite, là. En tout cas, je pense pas que les cotes vont être très élevées. J'ai pas regardé, là. mais je pense que les cotes d'une victoire avant la fin vont être hautes parce qu'il y a peu de probabilité que ça arrive. Le reste à voir, c'est ça. Qui va être capable de s'imposer dans son style? Edwards s'est fait amener 9 fois au sol par Belal Mohamed. Bon, son camp dit il était vraiment pas dans des bonnes dispositions. Ça, c'était en juillet dernier. Là. On n'arrête pas de se trouver des excuses puis d'essayer de dire qu'on est juste à 30 ou 40% de mes capacités. Nanana. Mais on fait tout, c'est toujours ça. Hein? C'est ça, c'est exactement. toujours il va toujours en avoir des excuses. Okay. C'est ça, exactement. Bref, je suis intrigué. C'est un très bon combat. C'est un combat qui est très relevé, le Leon Edwards contre Sean Brady. C'est un des combats au niveau des 170 livres qui est le plus relevé en ce moment. Et ça va être au O2 Arena de Londres, donc dans la cour arrière, à la maison pour Leon Edwards. Ça peut lui donner un avantage. Demi-finale, très bon match-up, très bon matchmaking, là, je trouve, entre le vieux routier, ancien champion lui aussi, Jan Blachowicz, contre Carlos Ulberg, la jeune sensation néo-zélandaise. C'est ça, t'as un gars de 42 ans qui a du millage, qui est complet, qui est habitué de faire des 5 rounds. Ça va être un combat de 3 rounds en demi-finale. Puis là, tu veux tester le jeune loup. Hein? Puis ça va être un bon choc de style aussi parce que Ulberg, je pense que si ça va au sol, ça peut être long. S'il se retrouve sur son dos, là, ça peut être long. Comme tu l'as mentionné, là, c'est Blachowicz, le vétéran. Écoute, pratiquement 40 combats. Ces derniers combats, là, c'est une split contre Pereira, une nulle contre Ankalaev. C'est vrai. Donc vraiment, là, il y a 42 ans, mais il se bat contre les meilleurs dans le monde en ce moment encore. Puis ça fait longtemps qu'il se bat contre les meilleurs au monde. Oui, exactement. Je regardais sa liste de combats. Là. C'est incroyable tous les combattants qu'il a affrontés. Là. Pro HK, probablement aussi. Oui, Pro HK. Si on remonte vraiment plus loin, il a déjà affronté Jared Cannonier. Des combattants qui sont là depuis longtemps. Donc, il les a tous passés. Blachowicz qui a déjà gagné contre Israël Adesanya, qui s'est promené de poids aussi. Donc, c'est vraiment le vétéran contre le jeune loup. Carlos Ulberg, il est 11-1. Il a 7 victoires consécutives. Il y en a 5 dans l'UFC qui ont été subies par KO. Donc, c'est un combattant qui est spectaculaire. Selon moi,
la vitesse va pouvoir peut-être faire la différence dans ce combat-là. Un jeune combattant comme ça, contre un combattant de 42 ans, peut-être que la vitesse pourrait être un point clé. Comme tu l'as mentionné, Blachowicz, qui est habitué de se battre des 5 rounds surtout. Donc là, il va falloir qu'ils soient en mesure de ne pas commencer trop lentement en pensant que c'est 5 rounds, parce qu'on le sait, Carlos Ulberg, lui, là, quand ça va commencer, là, ça va aller vite. Là. 5 de ses 7 victoires de suite. En fait, Ulberg, il a perdu ses débuts à l'UFC, mais depuis ce temps-là, il a tout gagné. Et 5 de ces 7 victoires-là, avant la limite, 4 KO, une soumission. C'est ça. Il est spectaculaire. Peut-être potentiel champion. Là. Il est dans l'équipe d'ailleurs d'Adesanya. Là, donc, exactement. Adesanya va être capable de. Il a probablement coaché un petit peu, là, lui donner des conseils. Mais on se rappelle comment ça s'est passé, Blachowicz contre Adesanya. Beaucoup d'amener au sol. Beaucoup de lutte. Là, c'est vraiment pas la force de l'équipe. C'est des kickboxing. Ouais, exactement. Qui sont surtout des kickboxers, justement. Des combattants debout, ouais. Exact. Donc, c'est sûr que dans le camp Ulberg, on va avoir travaillé là-dessus. Petite note. 42 ans quand même, Blachowicz, donc c'est sûr qu'il y en a plus derrière lui qu'il lui en reste devant. Et premier combat depuis juillet 2023, donc mine de rien, ça va presque faire 2 ans. Revient d'une opération, d'une grave blessure à l'épaule, donc s'est fait opérer. Longue absence, donc peut-être la rouille et tout ça. Puis là, tu parles de commencer rapidement. Ça va être vraiment surveillé pour cette demi-finale. Dans les autres combats intéressants de cette carte-là, je vous disais sur papier, elle est intéressante. Gunnar Nelson contre Kevin Holland. Gunnar Nelson, on le voit pas souvent, mais quand on le voit, c'est toujours... Pour les amateurs de Jiu-Jitsu, là, c'est toujours intéressant. C'est un vétéran. Premier combat en 2 ans, lui aussi. Mais 13 soumissions en 19 victoires, c'est vraiment un as, l'Islandais, du jeu au sol. Oui, puis Nelson, on le connaît beaucoup à cause un petit peu qu'il a fait partie de l'équipe à Conor McGregor. T'sais, il est arrivé dans la même énergie, dans le même temps que lui. A eu des très belles performances, s'est fait mettre KO aussi. Là, il revient encore. Je trouve que contre Holland, c'est un bon combat. Là. Je pense que ça va être une belle opportunité pour lui de revenir fort. On le sait, Holland, les soumissions, c'est pas son fort. Nelson, c'est sa tasse de thé, les soumissions. C'est ça, il y a 4 défaites par soumission, en fait, Kevin Holland. Il est pas bon. Il a jamais bien performé contre des as du jiu-jitsu. Exactement. Donc là, ça va être de voir est-ce que Holland va être capable de toucher avec ses mains, de se faire respecter. C'est un combat qui est intéressant, ça aussi. Là. Sa dernière défaite, ça va être son 2e combat en 2025. Il était là à l'UFC 311, Kevin Holland contre Reiner de Ridder, le Néerlandais. S'est fait passer une soumission, d'ailleurs. Et c'est 4 défaites à ses 5 dernières. Kevin Holland, c'est un gros nom. Il se bat souvent. Exact. Il dit toujours oui pour le meilleur et pour le pire. Exactement. C'est pas mal pour le pire. On peut pas lui reprocher ça. Il me fait penser un petit peu à... on va en parler. Tuburia, c'est un combattant qui, quand tu l'appelles, il dit pas non, il se présente. Donc vraiment, ça... L'UFC peut pas dire non à ça. Lonnie Cavana, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, contre Felipe Dos Santos, 2 jeunes combattants. Cavana, lui, c'est un jeune Anglais de 25 ans. On est chez les poids mouches, 125 livres. Donc, toujours le fun de voir des jeunes poids mouches là, essayer de percer. 5 KO en 8 victoires, donc il a la puissance. Il est invaincu à l'UFC. Je pense que ça va être son 2e combat. Bref, je le connais pas. Ça va être l'occasion de le découvrir pour moi, là, à tout le moins devant la foule anglaise aussi. Je pense que là-bas, il est très connu aussi. Là, il a gravi les échelons là-bas. Là. Cavana qui va affronter Dos Santos, qui est un bon combattant, lui aussi, qui n'a pas eu des combats faciles à l'UFC, qui a affronté beaucoup de combattants invaincus aussi. Donc vraiment, il n'a pas un test facile, Cavana. Il n'a vraiment pas un test facile pour commencer. C'est un combat qui est très relevé aussi dans la carte. Ça. Et Marcin Tybura, t'en parlais, contre Mick Parkin. Lui ça, aussi, c'est un vieux routier. Ça, c'est un vieux routier, 26-9. Ça lui fait quoi, 35 combats pro? Ouais. Contre un gars qui en a seulement 10, l'anglais Parkin. Puis on est chez les lourds. Donc, même chose. Vieux routier contre jeune loup. On veut tester le jeune anglais à la maison contre Tybura. J'ai hâte de voir parce que on sait Tybura, il n'a plus le menton qu'il avait. Ça va être de voir est-ce que Parkin va être capable de toucher la cible rapidement avec beaucoup d'autorité dans le combat. Là. Donc voilà pour la carte cette fin de semaine en direct du O2 Arena de Londres, présentée en exclusivité sur UFC Fight Pass. Quelques nouvelles qui ont retenu notre attention maintenant cette semaine. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Bon, on en a parlé d'entrée de jeu. Là. C'est Nate Diaz qui, dans un podcast, a dit « Ah, je songe à revenir à l'UFC. » Clairement, il se cherche un petit peu des contrats. Là. Sa dernière sortie, ça a été un combat de boxe contre Jorge Masvidal. Il a gagné. Il a vengé sa défaite. Qu'il avait subi à l'UFC, exact. Il l'avait subi à l'UFC. C'est parce que lui, il dit... Et là, il y a un point, peut-être. Et on en a parlé, toi et moi. Lui, il dit... Il n'y a plus de star à l'UFC.
Il dit, je connais. Là, on lui a demandé, l'animateur du podcast lui demande même, là, tu reviendrais sûrement à 170 livres. Qu'est-ce que tu penses du champion? Puis là, il dit, ben, je sais même pas c'est qui. Bon, est-ce que c'est vrai? Je pense que Nate Diaz, il doit pas suivre l'UFC ou à tous les jours les nouvelles. De là à pas savoir qui est Belal Mohamed, c'est parce que c'est peut-être un manque d'informations de sa part. Là. Clairement, il suit pas ça sur une base régulière. Mais il y a un point, c'est que le Pereira a perdu, on dit que c'est la plus grosse vedette. La plus grosse vedette de l'UFC n'est pas champion. John Jones bat pas souvent. Donc lui, il se dit, il y a peut-être une opportunité à aller chercher. Là. C'est sûr que si Nate Diaz revient, il y a un gros following, il y a bien du monde qui l'aime. Puis si on le ramène contre Conor McGregor, comme on disait, même si les deux gars sont plus là, entre guillemets, là, ils sont passés à autre chose, ils sont plus les combattants qu'ils ont déjà été. Ça fait 1 million de ventes au pay-per-view, ça. Là, ben, c'est deux des plus grandes stars, des plus grandes vedettes que l'UFC a eues. Là, les frères Diaz, la famille Diaz. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Ils ont connu toutes les générations de l'UFC, les Diaz. Donc, d'avoir un retour, ça serait encore... C'est sûr que ça serait exceptionnel. C'est vrai qu'on manque de... Depuis que Sean O'Malley a perdu son titre, il y a eu beaucoup de mouvements, on dirait. Il y a plusieurs champions comme ça qui avaient les têtes d'affiche qui ont perdu leur titre. Donc, ça peut être une opportunité en or pour Diaz de revenir. Puis c'est sûr que si Diaz revient, l'argent va être là. Exact. C'est certainement. Un autre vieux routier qui revient, c'est Jeremy Stephens. Wow. Contrat, si on l'avait pas vu venir personne, contrat d'un combat, en fait. Là, il va se battre, c'est un gars d'Iowa, il va se battre à Des Moines en Iowa, donc pas loin de la maison. Contre Mason Jones. C'est le 3 mai prochain. Jeremy Stephens, depuis qu'il a quitté l'UFC, il a combattu à la PFL, mais surtout à la Bare Knuckle Fighting Championship. À Bare Knuckle, il a été 3-0. Il a passé un KO spectaculaire à Michael Chandler. Ça fait pas très longtemps. Je pense que c'était au mois de janvier. Donc, 3-0 à Bare Knuckle, mais 1-7, plus une nulle technique à ses 9 derniers combats en arts martiaux mixtes. Ouais. Donc, est-ce que ça va être le Jeremy Stephens de Bare Knuckle ou le Jeremy Stephens qu'on a vu à la fin à l'UFC et à la PFL? T'sais? C'est sûr que c'est là qu'on voit que c'est deux sports qui sont différents. Là. Bare Knuckle, pas vraiment de gants. La force de frappe qui est super importante. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas beaucoup de lutte, puis il n'y a pas beaucoup de jab non plus. Là. C'est vraiment, on le voit, il y a beaucoup de gros crochets qui se lancent. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir un retour en MMA. Est-ce qu'il a été capable de se relancer avec le Bare Knuckle? On verra. Ça reste un des combattants qui frappe le plus fort de cette organisation, de cette catégorie de poids-là. C'est toujours un combattant qui est spectaculaire, fait que ça va être le fun de voir. En tout cas, ceux qui l'aiment ou qui l'aimaient, ben, vous aurez la chance de le revoir une fois de plus. Puis, tu sais, lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est je prends je vais au plus offrant. Son contrat, même s'il sortait d'une grosse victoire à Bare Knuckle, son contrat est arrivé à échéance. Il a testé le marché. C'est l'UFC qui lui a donné le plus gros montant pour un combat. Il s'est dit, ça n'engage à rien. Puis s'il y a une grosse performance, peut-être un contrat qui va venir par la suite. Sinon, il peut retourner... Est-ce que ça montre que Bare Knuckle a des petits problèmes financiers? Je pense que c'est plutôt que... Je pense que Conor McGregor n'aime pas beaucoup Jeremy Stephens. Oui, c'est vrai qu'on avait entendu parler que... En même temps, même s'il ne l'aime pas, Conor, c'est un businessman aussi. Puis s'il voyait le potentiel envers quelqu'un... Ça serait idiot de ne pas le mettre sur la carte. C'est ça. Puis on parlait de même un combat potentiel si Conor... Conor est actionnaire de Bare Knuckle. Oui. Un des copropriétaires de l'organisation. Il a déjà dit pourquoi... Il dit tout, là, dans le sens il laisse planer le doute. Il ne ferme pas la porte complètement à faire un jour un combat à Bare Knuckle. Et là, Jeremy Stephens, une petite animosité entre les deux, tout ça. Bref. Ouais. Je sais pas pourquoi il a quitté. Il a testé le marché. À suivre. Est-ce que, parlant de tester le marché, est-ce que tu suis ça un peu, la business sportive, les droits de télé, les contrats et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Un petit peu, mais je te dirais pas que je lis ça à chaque jour. OK. Moi non plus, peut-être pas à chaque jour, mais ma déformation professionnelle de journaliste, ça m'intéresse. C'est surtout que c'est un écosystème qui est en complète transformation depuis maintenant entre 5 et 10 ans. Là. C'est-à-dire que les droits de télé, la valeur de ces contrats-là a carrément explosé parce qu'avec toute l'écoute, il n'y a plus beaucoup d'écoute en direct là, à la télévision traditionnelle. Les séries télé, on les écoute plus en direct le mardi soir à 7h. On les écoute en rattrapage et tout ça, ou sur Netflix quand on veut, quand on a le temps. Mais le sport, ça demeure un des seuls trucs qu'on n'a pas le choix vraiment de regarder en direct. Alors que tout le reste en télé est en train de baisser de valeur.
ben, le sport est en train de monter vraiment parce qu'il y a un rendez-vous. Puis pour les annonceurs, ben, tu sais que tu vas avoir des gens en direct au moment. Bref, tout ça pour dire que l'UFC est en train de renégocier ses droits de télévision. Présentement, ils sont avec ESPN. C'est un contrat de 5 ans qui a été prolongé à 7 ans. On parle d'une valeur d'environ 1,5 milliard pour le contrat aux États-Unis avec ESPN. Mais là, ce qu'on dit entre les branches, c'est que le prochain contrat pourrait valoir 1 milliard, mais par année. Oh. Quand je te parle que ça explose. Okay. Là, la fenêtre de négociation exclusive avec ESPN, qui avait les droits, se ferme le 15 avril. On n'a pas l'air parti pour renouveler avec ESPN. Donc, il va y avoir une guerre, il va y avoir une enchère là, vraiment pour qui va obtenir les droits de diffusion aux États-Unis de l'UFC. Et là, on parle beaucoup de Netflix, notamment. Wow. Netflix qui a la WWE. Ouais. La WWE, c'est maintenant dans la même compagnie, sous le même chapeau que l'UFC. Là. Il y a eu, il y a peut-être un peu plus d'un an, une fusion. Ben, en fait, il y a une nouvelle compagnie qui a été créée qui s'appelle TKO, qui chapeaute maintenant l'UFC qui reste sa propre compagnie et WWE qui reste sa propre compagnie, mais quand même, en étant sous un même chapeau corporatif, ben, ce serait logique d'aller au même endroit. Tu sais. Qui va payer? Pour combien de temps? Ouais. Ça va être intéressant. Là, je disais ce matin, il y a TNT, le réseau TNT aux États-Unis aussi qui se remontrait peut-être intéressé. Eux, ils ont perdu le basketball. Donc, ils cherchent un petit peu des propriétés sportives pour remplacer tout ça. Bref, on va continuer de vous en parler dans les prochaines semaines parce que où ça va aller, puis ça va vraiment avoir un effet domino sur tout le reste, là, comment les autres, puis comment la boxe va s'organiser aussi par rapport à tout ça. Bref, non, c'est intéressant. C'est intéressant, très intéressant. Par rapport au niveau un petit peu plus politique là, du sport. Et ça, c'est intéressant et c'est sérieux. Je veux finir avec, je sais pas si tu as vu ça passer, j'ai vu ça moi, ce matin. Un truc un peu moins sérieux, mais en même temps un peu loufoque. Je sais pas comment décrire ça. Moi, je trouve ça loufoque. De la boxe, bare knuckle, sur glace. OK. T'es-tu un fan des combats au hockey, toi? Ben, écoutez, moi, j'ai lâché le hockey justement pour pouvoir me lancer dans les sports de combat parce que tant qu'à me battre sur la glace, je me disais j'allais me peaufiner dans des sports de combat. Donc, je suis peut-être pas tant un fan de combat sur la glace comme ça, mais écoute, je suis plus un fan de combat sur la glace que de combat de slap, là. OK. Ben, c'est bon. Parce que il y a une compagnie qui s'appelle Ice Wars qui avait commencé ça, des combats sur la glace en équipement de hockey. Ouais, avec des gants. Avec des gants puis un casque. Des petits gants, un casque, des petits gants de 4 onces. OK. Puis là, Bare Knuckle a acheté une partie de cette compagnie-là pour essayer d'amener ça à un autre niveau. Clairement, on a vu avec les 4 nations, j'imagine qu'il y avait un appétit pour ça, puis on s'est dit, on a vu une opportunité. Là, il va y avoir un événement au Michigan en juin, il va en avoir un en Alberta, en Alberta plutôt, par la suite. Mais c'est ça. Les gars sont sur patins, sur une petite glace, 900 pieds carrés, je sais pas, ça peut... C'est quoi, c'est 9 par 10, c'est 90. En tout cas, bref, quand même un gros... Une grosse arène glacée sur patins. Puis les gars font des combats comme s'ils étaient au hockey, mais ils n'ont pas de bâton. Puis ils n'ont pas de. J'ai hâte de voir. C'est sûr que ça va tout être des joueurs de hockey qui ont eu beaucoup d'expérience en combat qui vont aller là-dedans. Je sais pas si Steve Bossé nous écoute. Steve Bossé va faire un retour. S'il veut faire un retour. Donald Brashear. Steve Bossé contre Georges Larac. L'invitation est lancée. Regarde, on regarde l'extrait, on met ça sur nos réseaux sociaux. On va voir s'ils vont répondre à l'appel. Voilà, donc à suivre, ça va s'appeler Ice Wars en fait, mais c'est maintenant chapeauté par Bare Knuckle Fighting Championship. Voilà, ça fait le tour de notre émission aujourd'hui. Merci mon cher Yoann. Yes. Merci à vous à la maison. Le SOS Podcast, présentation de Cube Radio et de TVA Sport. C'est disponible sur les plateformes d'ailleurs de Cube Radio, sur le site internet de TVA Sport et sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. À bientôt tout le monde. Ciao. SOS Podcast!